d'autant plus que je présenterai les idées principales sur l'art d'Albert Camus, un écrivain, philosophe et intellectuel français le plus marquant du XXe siècle. Camus n'a pas écrit d'ouvrage sur l'art ou sur l'esthétique, mais il se définissait presque toujours comme artiste, plutôt que comme écrivain ou comme philosophe. Il s'est consacré durant toute sa vie adulte à l'art sous ses formes diverses, et son œuvre, ainsi que ses carnets, est pleine de réflexions sur l'art en général, sur les arts particuliers, sur la création et sur les artistes. Parmi les très nombreuses questions qu'il aborde concernant l'art, je me limiterai aujourd'hui à ces réflexions sur les thèmes suivants. Tout d'abord, comment définit-il l'art? En quoi consiste sa grandeur? Et comment pouvons-nous toucher la grandeur de l'art? Ensuite, quel est le rapport de l'art avec son époque? Quel est le rapport de l'art avec l'histoire, avec la réalité et avec la tradition? Puisque Camus se définissait la plupart des fois comme artiste, pourquoi l'a fait-il? Et quelles sont ses réflexions anthropologiques et éthiques principales sur lui-même en tant qu'artiste? Camus est connu entre autres comme moraliste et sur les caractéristiques principales des artistes. Quelle est l'attitude des autres gens, du moins souvent, envers les artistes et pourquoi? Quelle est la condition de possibilité de toute création véritable? Pourquoi Camus rejetait-il tant les diverses doctrines artistiques que l'idée de la littérature et de l'art engagé, défendue notamment par Sartre après la Deuxième Guerre mondiale? Quelle est la dimension politique de l'art selon Camus et comment lit-il l'art et la révolte, un des thèmes majeurs de son œuvre? Ensuite, durant les dernières années de sa vie, très brève, Camus est mort à l'âge de 46 ans dans un accident de voiture. Camus a souvent mis en avant le thème d'une renaissance artistique et littéraire. Qu'en dit-il? Comment la conçoit-il? Et dans quelles œuvres voyait-il les germes d'une telle renaissance? À propos de toutes ces questions, j'ai travaillé d'une certaine manière comme si j'interviewais Camus sur des questions précises concernant l'art et l'esthétique, en cherchant et en trouvant ses réponses dans l'ensemble de son œuvre. Une dernière question, mais très importante, Camus est mondialement connu comme écrivain, tant romancier qu'auteur dramatique, la deuxième personne la plus jeune à qui a été décerné le prix Nobel de littérature à l'âge de 44 ans, mais il avait fait des études philosophiques et deux de ses livres les plus importants étaient des essais philosophiques, Le mythe de Sisyphe et L'homme révolté. Est-il donc légitime de le considérer également comme philosophe? Et, dans ce cas, quel est le rapport entre la philosophie et la littérature dans son œuvre? Je commence par le motto suivant. En 1951, Camus a constaté le besoin de son siècle pour une nouvelle aristocratie, mais une aristocratie du sacrifice, une aristocratie qui donne et qui s'oblige. Je cite, quoi qu'il prétende, le siècle est à la recherche d'une aristocratie, mais il ne voit pas qu'il lui faut pour cela renoncer au but qu'il s'assigne hautement, le bien-être. Il n'y a d'aristocratie que du sacrifice. L'aristocrate est d'abord celui qui donne sans recevoir, qui s'oblige. C'est une note de ses carnets. Comment Camus définit l'art et en quoi consiste sa grandeur? En 1942, il dit que le propre de l'art est de lier le général avec l'individuel. Une autre définition de l'art à la fin de 1943, je cite, dans toute souffrance, dans toute émotion, dans toute passion, il y a tout d'abord un stade où elle appartient à l'homme même dans ce qu'il a de plus individuel et de plus inexprimable. Et, en second lieu, un
un stade où elle appartient à l'art. Mais dans ce premier moment, l'art ne peut jamais rien en faire. L'art est la distance que le temps donne à la souffrance. C'est la transcendance de l'homme par rapport à lui-même. Dans son voyage à l'Italie, en décembre 1954, il nous a dit même dans ses carnets qu'il a appris l'art en Italie, que c'est là où il a compris ce que l'art. Il adorait l'Italie comme il adorait tous les pays méditerranéens. Dans son voyage alors en Italie, en 1954, lorsque Camus est arrivé de Rome à Naples, de là aux Antiquités grecques, après avoir exprimé son ravissement, il écrit ce qui suit. Au matin, à Tipaza, Tipaza est un site archéologique romain, 70 km loin d'Alger, qui était le paradis sur terre de Camus. Nous avons 3 textes de lui sur Tipaza, et chaque fois qu'il parle de Tipaza, c'est la plénitude du sens de la vie, etc. Au matin, alors, à Tipaza, parce qu'il y a le site archéologique, la mer et les montagnes chenois en face. Le matin, à Tipaza, la rosée sur les ruines, la plus jeune fraîcheur du monde sur ce qu'il y a de plus ancien. C'est là, ma foi, et selon moi, le principe de l'art et de la vie. En 1957, Camus donne la définition suivante de l'art dramatique. En ce qui concerne l'art dramatique à proprement parler, l'art littéraire dramatique, j'ai toujours considéré qu'il était le plus haut et le plus difficile des genres littéraires, car c'est celui qui doit s'adresser au maximum des gens d'origines diverses avec un langage commun. Pour moi, c'est la définition de l'art. Dans un texte de jeunesse sur la musique, inspiré très fortement de Nietzsche, Camus était très influencé par Nietzsche durant toute sa vie. Camus se demande quelle est la fin, quel est le but de chaque art particulier, en affirmant que l'harmonie est le but commun de tous les arts. Et il explique par la suite que la peinture cherche évidemment l'harmonie des couleurs, la sculpture cherche l'harmonie des formes, l'architecture cherche l'harmonie des lignes, etc. Et il termine en se référant à la musique. Et il dit, la musique, n'ayant pas à vaincre de matière, et surtout ayant une base toute spirituelle, un substrat mathématique, est arrivée à la perfection et a fait de l'harmonie son essence même. C'est ce qui explique l'irréductibilité de la musique aux autres arts. C'est ce qui explique qu'on en fasse un monde particulier. En quoi consiste la grandeur de l'art? L'art est important pour Camus, mais ce n'est pas tout pour lui. Dans la première très longue note de ses carnets, en mai 1935, c'est-à-dire à l'âge de 22 ans, nous lisons ce qui suit. C'est dans cette vie de pauvreté, parmi ces gens humbles ou vaniteux, que j'ai le plus sûrement touché ce qui me paraît le sens vrai de la vie. Les œuvres d'art ne suffisent pas. L'art n'est pas tout pour moi. Que du moins, ce soit un moyen. Et ailleurs, en 1951, Camus écrit concernant Oscar Wilde, surtout Oscar Wilde en prison. Il a voulu mettre l'art au-dessus de tout. Mais la grandeur de l'art n'est pas de planer au-dessus de tout. Elle est au contraire d'être mêlée à tout. Wilde a fini par comprendre cela grâce à la douleur. La douleur et la souffrance est très très importante pour Camus, et, ensemble avec la joie et toutes les beautés de la vie. Mais c'est la culpabilité de ce temps qui lui faille toujours la douleur et la servitude pour entrevoir une vérité qui se trouve aussi dans le bonheur quand le cœur en est digne. Siècle servile. Mais comment pouvons-nous toucher la grandeur de l'art? Je cite, peut-être touchons-nous ici la grandeur de l'art
dans cette perpétuelle tension entre la beauté et la douleur. Camus n'est pas un penseur ou un philosophe dialectique, il est un penseur de la tension, et même de la tension extrême, et il considère que la seule façon de penser et de vivre, c'est de nous maintenir à cette tension, d'accepter et le oui à la vie et le non. Et pas seulement le oui, pas seulement le non. Il est contre le nihilisme. Le nihilisme pour lui, c'est le propre de ceux qui disent non à la réalité telle qu'ils la conçoivent. Je dis alors la grandeur de l'art se trouve dans cette perpétuelle tension entre la beauté et la douleur, entre l'amour des hommes et la folie de la création, entre la solitude insupportable et la foule harassante, le refus et le consentement. Il chemine entre deux abîmes qui sont la frivolité et la propagande. Sur cette ligne de crête où avance le grand artiste, chaque pas est une aventure, un risque extrême. Dans ce risque, pourtant, et dans lui seul, se trouve la liberté de l'art. Liberté difficile. Je rappelle qu'un des livres de Lévinas, d'Emmanuel Lévinas, c'est la liberté difficile, la difficile liberté, un recueil d'articles. Liberté difficile et qui ressemble plutôt à une discipline ascétique. L'ascèse aussi, Camus ne croit pas, n'était pas infidèle, mais il emploie très souvent des thèmes religieux sans admettre de transcendance, et très souvent il parle de l'ascèse qui lui est nécessaire et dans sa vie et pour pouvoir créer. Par voie de conséquence, une des raisons de l'opposition explicite de Camus au réalisme socialiste est la suivante, formulée en 1954. La littérature des pays totalitaires ne meurt pas tant parce qu'elle est dirigée que parce qu'elle est coupée des autres littératures. Tout artiste qui d'avance n'est pas ouvert à la réalité entière est mutilé. La mutilation est un motif fondamental dans l'œuvre de Camus, qui est une philosophie holiste et relationnelle. Et le thème de la mutilation, il le puise, entre autres, dans Pascal. Pascal, un auteur extraordinaire pour Camus. Dans une note, il écrit que Pascal est le plus grand de tous. Il cite très souvent une citation de Pascal. Selon lui, il ne faut pas exclure quoi que ce soit de la réalité. C'est-à-dire Pascal et Camus voient que la plupart des gens excluent quelque chose de la réalité. Selon Camus, il faut admettre la réalité en entier dans tout ce qu'il y a de bon et dans tout ce qu'il y a de mauvais. Quelle est la relation de l'art avec son temps, avec son époque? Dans son texte « Rencontre avec Gide », l'écrivain nobeliste, Camus affirme ceci. « Gide ne fut pas pour moi ni un maître à penser, ni un maître à écrire. Je m'en étais donné d'autres. Gide m'a paru plutôt, à cause de ce que j'ai dit, comme le modèle de l'artiste, le gardien, fils de roi, qui veillait aux portes d'un jardin où je voulais vivre. Par exemple, il n'est à peu près rien de ce qu'il a dit sur l'art que je n'approuve entièrement, bien que l'époque se soit éloignée de cette conception. On reproche à l'œuvre de Gide de se tenir bien loin de l'angoisse de ce temps, comme d'ailleurs on le reprochait à Bergson. On choisit de croire qu'un écrivain, pour être grand, doit être révolutionnaire. Mais s'il l'est, l'histoire prouve qu'il ne l'est que jusqu'à la Révolution, exclusivement. Il n'est pas sûr, au demeurant, que Gide se soit éloigné de son époque. Plus certainement, c'est son époque qui a voulu s'éloigner de ce qu'il représentait. La question est de savoir si elle y parviendra jamais, et autrement que par le suicide. Gide souffre aussi de cet autre préjugé de l'époque qui veut qu'il faille se montrer désespéré pour être intelligent. Ce préjugé est misérable.
Et en décembre 1957, c'est-à-dire quand il est allé en Suède pour recevoir le prix Nobel de littérature, où il a donné au moins 2 conférences, il dit « Je ne pense pas que l'artiste puisse se séparer de son temps, par exemple, mais je crois qu'il est obligé de lui donner la forme originale qu'il est tenté de lui donner en tant que personne. Et que, de la même manière, en somme, qu'on ne peut pas dire si c'est une route qui use le soulier ou les souliers qui usent la route, il est impossible de dire si c'est son siècle et ses contemporains qui forment l'écrivain ou l'écrivain qui forme ses contemporains. Il y a une interaction qu'on essaie en vain de nier, dont on ne peut absolument pas sortir. Ceci dit, je dois confesser qu'il m'arrive d'avoir envie d'être solitaire. La solitude, c'est un thème extrêmement important dans toute la vie et dans toute l'œuvre de Camus, et très souvent de manière très positive, comme condition de la création, mais plusieurs fois aussi de manière négative, il en souffrait. Quel est le rapport de l'art avec l'histoire? Tout d'abord, en 1946, il dit que si tout se réduit vraiment à l'homme et à l'histoire, je demande où est la place de la nature, de l'amour, de la musique, de l'art. Camus, dans L'Homme révolté et dans ses autres ouvrages, dans ses textes plus courts, il considère que l'histoire n'est pas tout. Dans une époque où Hegel dominait la pensée française, surtout à travers les séminaires de Kojève de 1933 à 1939 à Paris, Camus dit que oui, l'histoire c'est important, mais il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres thèmes qui sont aussi très importants, qui ne se réduisent pas à l'histoire. Ailleurs, il compare l'art, qui connaît ses limites et dont la passion est la liberté, avec l'esprit historique, qui méconnaît ses limites et dont la fin est la tyrannie, et il met en valeur la supériorité de l'art par rapport à l'art historique. En 1948, dans son texte « L'exil d'Hélène », c'est-à-dire l'exil de la beauté, il veut dire que notre époque a exilé la beauté, tandis que la beauté était fondamentale dans la Grèce ancienne. Camus, après avoir souligné la supériorité de la Grèce ancienne par rapport à l'Europe de son temps, écrit ceci. L'esprit historique et l'artiste veulent tous deux la même chose. Quoi? Refaire le monde. Mais l'artiste, par une obligation de sa nature, connaît ses limites que l'esprit historique méconnaît. C'est pourquoi la fin de ces derniers est la tyrannie, la fin de l'esprit historique, tandis que la passion du premier est la liberté. Tous ceux qui aujourd'hui luttent pour la liberté combattent en dernier lieu pour la beauté. Bien entendu, il ne s'agit pas de défendre la beauté pour elle-même. La beauté ne peut se passer de l'homme. Que retient l'artiste de l'histoire, de l'époque dans laquelle il vit, et qu'est-ce qu'il en rejette? Je cite, « Devant son siècle, l'artiste ne peut ni s'en détourner, ni s'y perdre, puisque s'il s'en détourne, il parle dans le vide. Mais inversement, dans la mesure où il le prend comme objet, il affirme sa propre existence en tant que sujet et ne peut s'y soumettre tout entier. Autrement dit, c'est au moment même où l'artiste choisit de partager le sort de tous qu'il affirme l'individu qu'il est. Camus est individualiste, mais il n'est pas égoïste. Il comprend que l'individu ne peut s'épanouir que dans une communauté. Je continue, et il ne pourra sortir de cette ambiguïté. L'artiste prend de l'histoire ce qu'il peut en voir lui-même ou y souffrir lui-même, directement ou indirectement, c'est-à-dire l'actualité au sens strict du mot, et les hommes qui vivent aujourd'hui n'ont le rapport de cette actualité à un
avenir imprévisible pour l'artiste vivant. Immédiatement après, Camus insiste sur la différence de l'artiste par rapport au prophète, qu'il soit des prophètes religieux ou politiques. Je cite, « Juger l'homme contemporain au nom des noms qui n'existent pas encore, c'est le rôle de la prophétie. L'artiste, lui, ne peut qu'apprécier les mythes qu'on lui propose en fonction de leurs répercussions sur l'homme vivant. Le prophète, religieux ou politique, peut juger absolument, et d'ailleurs, on le sait, ne s'en prive pas. Mais l'artiste ne le peut pas. S'il jugeait absolument, il partagerait sans nuance la réalité entre le bien et le mal. Il ferait du mélodrame. Le but de l'art, au contraire, n'est pas de légiférer ou de régner, c'est d'abord de comprendre. Il règne parfois, mais à force de comprendre. Ici, nous avons un thème très spinoziste. Selon Spinoza affirme cette nécessité de comprendre avant de juger, de déplorer à propos de la philosophie, non à propos de l'art. Maintenant, bien que Camus se soit présenté parfois comme écrivain, avec des réflexions intéressantes sur cette qualité, il se définissait surtout comme artiste, comme d'ailleurs il caractérisait comme artiste Nietzsche et ailleurs André Gide, Kafka, Herman Melville, Oscar Wilde ou Roger Martin Dugard, à l'opposé d'écrivains de second ordre, selon Camus, comme il caractérise François Mauriac, pourtant prix Nobel de littérature. Par ailleurs, Camus a choisi d'intituler sa conférence à l'université d'Uppsala, en Suède, quelques jours après son discours, lorsqu'il a reçu officiellement le prix Nobel de littérature, l'artiste et son temps. Et qu'est-ce que Camus dit sur lui-même en tant qu'artiste? Et ensuite, nous verrons ce qu'il dit sur les artistes en général. Tout d'abord, quand a-t-il pris la décision de devenir artiste? Sans doute en 1937, c'est-à-dire à l'âge de 24 ans, parce que à la question « Pourquoi l'année 1937 est-elle une période d'exaltation lucide et amère ?» Camus a répondu, 20 ans plus tard, « J'ai oublié peut-être la décision d'être un artiste. » Pourquoi Camus se dit artiste et non romancier? Il le précise lui-même dans deux passages fondamentaux de ses carnets, tout d'abord en 1950. Je cite, « Mon œuvre, pendant ces deux premiers cycles, Camus écrivait des trilogies qui appartenaient à des cycles. Le premier cycle était celui de l'absurde, le second était celui de la révolte. Le premier cycle comprenait le roman L'étranger, l'essai philosophique Le mythe de Sisyphe et les pièces de théâtre Caligula et le malentendu. Le second cycle comprenait le roman La peste, l'essai philosophique L'homme révolté et deux pièces de théâtre Les justes et État de... j'ai oublié. Et il y aurait État de siège. Il y aurait un troisième cycle qui concernerait l'amour, qui concernerait ensemble Némésis, c'est-à-dire la justice, une défense de la mesure, et l'amour. Le roman Le premier homme, qui est un roman autobiographique, mais qui est resté inachevé parce qu'il est mort. Nous n'avons pas les autres textes, exactement parce qu'il est mort en 1960. Il précise alors lui-même que mon œuvre, pendant ces deux premiers cycles, ce sont des êtres sans mensonge, donc non réels. Ils ne sont pas au monde. C'est pourquoi, sans doute, et jusqu'ici, je ne suis pas un romancier au sens où on l'entend, mais plutôt un artiste qui crée des mythes à la mesure de sa passion et de son angoisse. C'est pourquoi aussi, les êtres qui m'ont transporté en ce monde
sont toujours ceux qui avaient la force et l'exclusivité de ces mythes. Durant les dernières années de sa vie si brève, Camus se disait artiste, et seulement artiste, entre autres puisqu'il a cédé à ses passions. En effet, il écrit ceci en 1954. « Si je n'avais pas cédé à mes passions, peut-être aurais-je eu de quoi intervenir dans le monde, y changer quelque chose. Mais j'y ai cédé, et c'est pourquoi je suis un artiste, et cela seulement. » Il y a aussi quelques notes qui suivent, je vous lis la troisième. « Au moment même où, après tant d'efforts, je posais des limites, croyant concilier l'inconciliable, les limites sautaient et j'étais précipité dans le malheur muet. » Camus nous dit très souvent qu'une anarchie régnait en lui et qu'il combattait durant toute sa vie pour vaincre cette anarchie. Et nous voyons le thème de l'unité contre la dispersion comme un des thèmes les plus importants de son second essai philosophique le plus important, L'homme révolté. Et on le voit dans une note de 1959 où il écrit « L'effort le plus épuisant de ma vie a été de jubiler ma propre nature pour la faire servir à mes plus grands desseins. De loin en loin seulement, j'y réussissais, mais pas toujours. » Quel refus a fait de Camus un artiste? L'été 1956, Camus note ceci dans ses carnets. « Ce que je retrouve toujours au long des années, au cœur de mon attitude, le refus de disparaître du monde, de ses joies, de ses plaisirs, de ses souffrances. On a toujours les joies, le plaisir, mais aussi les souffrances. On a les souffrances, mais aussi les joies. C'est ça la vie pour Camus. Et ces refus a fait de moi un artiste. Il s'agit du motif fondamental de sa pensée, le non de la révolte, et en même temps le oui, dans une tension extrême. Et c'est ça la différence de Camus, de la pensée de la révolte de Camus par rapport à la révolution. Il considère que c'est très facile de dire non seulement ou de dire oui seulement. Selon Camus, il faut absolument dire non, parce que la vie n'est pas juste, la réalité n'est pas juste, la société n'est pas juste, mais en même temps de dire oui et de voir tout ce qu'il y a de positif et de nous efforcer de changer tout ce que nous pouvons changer. Quel est le rapport entre l'artiste et l'homme dans son propre cas? Dans une lettre, en 1952, Camus confesse ceci. « J'avance du même pas, il me semble, comme artiste et comme homme. Et ceci n'est pas préconçu. C'est une confiance que je fais dans l'humilité à ma vocation. Les prochains livres ne se détourneront pas du problème de l'heure, mais je voudrais qu'ils se le soumettent plutôt que d'y s'y soumettre. Autrement dit, je rêve d'une création plus libre avec le même contenu. Je saurai alors si je suis un véritable artiste. » Pourquoi Camus, en tant qu'artiste, a-t-il écrit un essai sur l'absurde? Un essai sur l'absurde, plus précisément sur la logique de l'idée de l'absurde. Parce que la plupart des gens, en lisant le livre décisif, ils croyaient que Camus ne trouvait pas de sens dans la vie. Tandis que si on lit les premiers livres de Camus et ses notes, tout est plein de sens. Il adore la vie. Il adore même sa pauvreté. Sa pauvreté devant la mer et sous le soleil. Clermont-Ferrand, là il dit, ici je comprends que la pauvreté peut être insupportable. Mais à Alger, où il est né et il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, il adorait tout. Il adorait. Il a appris à adorer tout. C'était une conquête, ce n'était pas seulement instinctif. Pourquoi alors il a écrit un essai sur l'absurde? Il ressent le besoin, dans un texte de 1950, de préciser pourquoi
fois, il a écrit 7 livres sur l'absurde. Il n'est pas du tout exclu qu'un artiste s'intéresse d'abord aux autres, ou à son époque, ou à des mythes familiers. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas à lui-même, qu'il n'écrit pas pour lui-même, c'est intéressant. Dans la mesure où cela est possible, j'aurais aimé être un écrivain objectif. J'appelle objectif un auteur qui se propose des sujets sans jamais se prendre lui-même comme objet. Mais la rage contemporaine de confondre l'écrivain avec son sujet ne saurait admettre cette relative liberté de l'auteur. Ainsi devient-on prophète de l'absurde. Qu'ai-je fait d'autre, cependant, que de raisonner sur une idée que j'ai trouvée dans les rues de mon temps, que j'ai nourri cette idée et qu'une part de moi la nourrisse toujours, avec toute ma génération, cela va sans dire. Simplement, j'ai pris devant elle la distance nécessaire pour en traiter et décider de sa logique. Tout ce que j'ai pu écrire ensuite me montre assez. Mais il est commode d'exploiter une formule plutôt qu'une nuance. On a choisi la formule. Me voilà absurde comme devant. Dans l'expérience qui m'intéressait et sur laquelle il m'est arrivé d'écrire, l'absurde ne peut être considéré que comme une position de départ, même si son souvenir et son émotion accompagnent les démarches ultérieures. Soulignons qu'en 1937 ou 38 ou 39, Camus était journaliste à Alger dans un journal de centre-gauche et il faisait 3 choses, dont l'une était des comptes rendus des livres, et surtout des livres littéraires. Et là, il a fait un compte rendu de la nausée de Sartre, la nausée de Sartre qui était son premier ouvrage littéraire. Sartre n'était pas connu. Et déjà, quand il a fait ce compte rendu, il dit que la différence entre moi et Sartre, c'est que pour Sartre, l'absurde est le point d'arrivée, tandis que pour moi, c'est le point de départ. Et Camus avait déjà dépassé l'absurde. Il nous dit qu'il le sentait, comme toute sa génération, mais qu'il savait déjà comment le dépasser de 2 façons, la révolte et l'amour. C'est intéressant que quand Camus a publié ses 2 premiers ouvrages à Paris, parce qu'il avait publié deux livres à Alger, c'est-à-dire quand il a publié en 1942 L'étranger et le mythe décisif, Sartre a écrit un compte rendu de 20 pages. C'est-à-dire il a compris qu'il était un jeune inconnu, il n'était pas parisien, il n'était pas philosophe, et il a écrit 20 pages sur Camus en comprenant qu'il s'agissait d'un personnage exceptionnel. 20 pages, il n'avait même pas écrit sur Faulkner, sur William Faulkner, ou sur Dos Passos et les autres. Et quelles sont les 2 espèces de joie dont il jouissait en tant qu'artiste? La joie est une notion très importante chez plusieurs philosophes, chez les philosophes que j'aime, plus que le bonheur, chez Spinoza, chez Bergson, chez Jankélévitch, chez Camus. Il dit que les artistes connaissent 2 sortes de joie. Tout d'abord la joie de la conception, mais qui est instantanée, et ensuite des joies de vanité. Il dit alors, pour moi, je ne crois pas avoir jamais tiré une joie de la relecture d'une page terminée. J'avouerai même, en acceptant d'être pris au mot, que le succès de quelques-uns de mes livres m'a toujours surpris. L'écrivain a naturellement des joies pour lesquelles il vit et qui suffisent à les combler. Il faut être attentif dans tout ce qu'on lit de Camus. Chaque fois, il dit quelque chose de la pensée et en même temps de la vie. Chez Camus, l'acte, l'action, la praxis est inséparable de la théorie, et c'est pourquoi il ne dit pas, il ne souffre
pas à des acrobaties théoriques. Parce qu'il est toujours ici. Chaque fois, il veut éprouver s'il peut vivre ce qu'il a théorisé. L'écrivain a naturellement des joies pour lesquelles il vit et qui suffisent à le combler. Mais pour moi, je les rencontre tout d'abord au moment de la conception, à la seconde où le sujet se révèle, où l'articulation de l'œuvre se dessine devant la sensibilité soudain clairvoyante, à ces moments délicieux où l'imagination se confond tout à fait avec l'intelligence. Là aussi, nous avons un thème très important. Quelles sont les facultés intellectuelles qui sont en jeu dans l'art? Et ici, Camus nous dit qu'il y a des moments délicieux, des moments de la conception, où l'imagination se confond avec l'intelligence. Nous avons ni seulement l'intelligence, ni seulement l'imagination. Tandis que Spinoza, par exemple, disait que si l'intelligence est développée, au même moment, l'imagination ne peut pas être développée. Et si l'imagination est développée, l'intelligence ne le peut pas. C'est-à-dire, selon Spinoza, quand on est philosophe, au moment où on philosophe, l'imagination se diminue. Et quand on est artiste, l'intelligence diminue. Ces instants, dit Camus, passent comme ils sont nés. Reste l'exécution, c'est-à-dire une longue peine. Sur un autre plan, un artiste a aussi des joies de vanité. Le métier d'écrivain, particulièrement dans la société française, est en grande partie un métier de vanité. Je le dis d'ailleurs sans mépris, à peine avec regret. Je ressemble aux autres sur ce point. Qui peut se dire dénué de cette ridicule infirmité? Après tout, dans une société vouée à l'envie et à la dérision, un jour vient toujours où, couverts de brocart, nos écrivains payent durement ces pauvres joies. Et justement, en 20 années de vie littéraire, mon métier m'a apporté bien peu de joies semblables et de moins en moins à mesure que le temps passait. Quelles sont les limites que Camus se reconnaît en tant qu'artiste? Il considère que les seules limites qu'il avait en tant qu'artiste étaient ses dons et ses défauts, et non une esthétique dont il serait captif. On le verra plus tard aussi, Camus ne commence pas par une doctrine esthétique qu'il essaie de suivre. En effet, à la question, est-ce que cette conception esthétique limite le genre d'expérience sur lequel vous voulez écrire? Camus a répondu, dans la dernière interview qu'il a donnée, je ne comprends pas bien la question. J'ai utilisé des esthétiques et des styles très différents dans mes livres successifs. En tant qu'artiste, je me sens cruellement limité par mes dons et par mes défauts, mais jamais par une esthétique quelle qu'elle soit. Les styles ne sont pas pour moi que des moyens, ne sont pour moi que des moyens mis au service d'une fin unique que je connais à peine. Qu'est-ce qui a préservé Camus des deux dangers qui menacent tous les artistes? D'une part, le ressentiment, un thème nietzschéen, et d'autre part, la satisfaction. Il dit que ce qu'il a préservé, c'était le souvenir du monde de la pauvreté et du soleil qui fut le sien durant son enfance et son adolescence à Alger. Dans sa préface à la réédition à Paris de son premier livre, Les recueils d'essais L'envers et l'endroit, en 1958, Camus affirme ceci. Cette préface est un des plus beaux textes que j'ai jamais lu de ma vie. Il a écrit durant les années 50 et ça a été publié en 1958. Il dit alors ceci. Chaque artiste garde au fond de lui une source unique qui alimente pendant sa vie ce qu'il est et ce qu'il dit. Vous voyez encore, ce qu'il dit, ce qu'il est aussi. Quand la source est tarie, on voit peu à peu l'œuvre se racornir, se fendiller. C'est son éther ingrate de l'art que le courant invisible n'irrigue
source est dans l'envers et l'endroit. L'envers et l'endroit de son livre. Dans ce monde de pauvreté et de lumière où j'ai longtemps vécu et dont le souvenir me préserve encore des deux dangers contraires qui menacent tout artiste, le ressentiment et la satisfaction. Immédiatement après, il explique comment il a pu ne pas succomber au ressentiment. La pauvreté d'abord n'a jamais été un malheur pour moi. La lumière y répandait ses richesses. Même mes révoltes ont été éclairées. Elles furent presque toujours, je crois pouvoir le dire sans tricher, des révoltes pour tous, pas une révolte pour lui-même. Et pour que la vie de tous soit élevée dans la lumière. Il n'est pas sûr que mon cœur fût naturellement disposé à cette sorte d'amour. Et c'est très intéressant que Camus, qui est aussi pascalien, il parle beaucoup du cœur et de l'esprit, mais du cœur aussi. Ce que déjà avait fait Bergson, qui d'une certaine manière a essayé dans toute son œuvre de concilier Descartes et Pascal. Mais les circonstances m'ont aidé. Pour corriger une indifférence naturelle, je fus placé à mi-distance de la misère et du soleil. Dans tous les cas, la belle chaleur qui régnait sur mon enfance m'a privé de tout ressentiment. Je vivais dans la gêne, mais aussi dans une sorte de jouissance. Et ailleurs, il dit que ce qu'il a préservé, qu'il a protégé de l'amertume et du ressentiment, c'était sa maladie. Parce que Camus, à l'âge de 17 ans, il a eu la tuberculose, qui était une maladie mortelle à l'époque, et il a connu beaucoup de rechutes à la suite de sa vie. Et il dit alors que cette maladie l'a préservé. Il y a toute une autre série de passages sur les artistes. Je passe à la condition de possibilité de toute création, qui est qu'il faut nous poser des limites. Bien que Camus reconnaisse qu'il n'y a pas de limite pour aimer, mais pour tout le reste, il faut nous poser des limites. Camus est un penseur de la mesure. Je rappelle que la dernière section de son essai L'homme révolté s'appelle La pensée de midi, qui est une défense de la mesure contre les excès théoriques et pratiques. Alors, le rôle fondamental de l'admiration des autres, à l'opposé de l'envie, de l'amertume et du ressentiment dans sa vie d'artiste. Et ça aussi, l'admiration et l'amour, et si possible l'amour, est un thème extrêmement important dans tous les auteurs et les philosophes que j'aime, chez Bergson, bien sûr, chez Deleuze, c'est-à-dire ils lisent et ils commandent des auteurs qu'ils admirent et si possible qu'ils aiment. Les seuls philosophes, il peut y avoir d'autres, qui écrit que je n'admire personne, était Sartre, et même il a dit de manière très fière non, moi je n'admire personne, nous sommes tous égaux, etc. Et bien sûr, il mentait, je le dis parce que Camus ne ment pas. Si on lit toute son œuvre et toute sa correspondance, etc., il écrit ce qu'il croit. On peut le juger pas très important, mais pourquoi je dis que Sartre ment? Parce que quand en 1983 ont été publiés ses carnets, les carnets qu'il gardait pendant qu'il était soldat de septembre 1939 à l'automne 1940, les fameux carnets de la drôle de guerre, qui sont 500 pages, tandis que certains carnets sont perdus, il écrit très très souvent « j'admire tel et tel, etc. » Mais comme il était très arrogant, alors, dans la préface admirable que Camus a écrite dans les années 1950 pour cette réédition de l'Envers et l'Endroit, il écrit ceci: la pauvreté
ne suppose pas forcément l'envie, ni l'amertume. Et ce qu'il a toujours préservé du ressentiment, malgré le fait qu'une grave maladie m'ôta provisoirement la force de vie qui en moi transfigurait tout, la force de vie qui en moi transfigurait tout. C'est pour ceux qui considèrent Camus comme un penseur de l'absurde, non, chaque fois, Camus, comme Nietzsche, comme Bergson, loue la vitalité. Ce qui alors était cette liberté du cœur, cette légère distance à l'égard des intérêts humains, et il s'est hâte d'ajouter ceci. Ce privilège, depuis que je vis à Paris, je sais qu'il est royal, mais j'en ai joui sans limite ni remords, et jusqu'à présent du moins, il a éclairé toute ma vie. Artiste, par exemple, j'ai commencé à vivre dans l'admiration, ce qui, dans un sens, est le paradis terrestre. On sait qu'aujourd'hui, il fait le commentaire suivant, on sait qu'aujourd'hui, l'usage en France, pour débuter dans les lettres, et même pour y finir, est au contraire de choisir un artiste à railler. De même, les passions d'hommes n'ont jamais été contre. Ces passions étaient pour. Une des limites que l'artiste doit admettre est la sexualité. Camus considère comme nécessaire une sorte d'ascèse. Ici, je ferai le commentaire que Castoriadis faisait à propos de la mesure des Grecs. Il dit que quand les Grecs disaient qu'il faut suivre la mesure, c'était parce qu'il était démesuré. Si quelqu'un n'avait aucun problème avec la mesure, on ne dirait rien. C'est pour ça que Camus, alors, il fait l'éloge de la l'ascèse, parce que sa sexualité était débordante. Il demande alors, en 1942, comment c'est construire une morale de la sexualité. Même si Dieu n'existe pas, Olivier Todd, son biographe, dit Camus ne se permet pas tout. Pour lui, la création artistique, c'est le travail, moins souvent la sexualité. En quoi l'art est-il bénéfique non seulement à l'artiste lui-même, mais aussi et surtout aux autres? En 1932, alors qu'il n'avait que 19 ans, Camus attribuait une fonction consolatrice à l'art. Dans son texte de jeunesse sur la musique, il affirmait que l'art, en l'occurrence la musique, nous aide à faire face à la réalité difficile à travers le rêve. Et en 1951, il dit « La création, plus elle donne, plus elle reçoit. Se prodiguer pour s'enrichir. » Ici, nous rencontrons une idée qui est capitale dans l'œuvre de Vladimir Jankélévitch. Je comprends que mon temps est désuet. Camus considère comme attitude intérieure fondamentale de l'artiste la sincérité, en s'attendant d'ajouter que si l'artiste s'isole volontairement des autres, il est obligé de sacrifier cette sincérité. C'est-à-dire on ne peut pas être sincère si on s'isole des autres. Je cite, selon moi, on ne peut exercer cette sincérité dans la solitude. Les artistes qui se séparent volontairement du monde sont obligés de sacrifier une certaine part de sincérité. Quel est son argument? Pour la raison excellente que la sincérité n'est pas cet état de pureté, c'est une manière de se présenter à l'autre, au lecteur en l'occurrence, ou au spectateur, s'il s'agit d'un tableau, d'une pièce, c'est de se présenter à l'autre de la manière qui est la plus simple et la plus vraie. Et dans une lettre en 1956, il dit « Pour le moment, je me sens seulement triste d'avoir fait du mal avec un de mes livres, alors que j'ai toujours pensé que l'art n'était rien si finalement il ne faisait pas de bien s'il n'était pas. » Ailleurs, il dit que la polémique n'a aucun sens sur le plan de l'art. L'artiste doit seulement créer et se taire. Se taire, le silence, est un des thèmes les plus fondamentaux de toute l'œuvre de Camus, diverses espèces de silence, et sa mère a joué un très très grand rôle dans ses pensées de Camus sur le silence.
la série des lettres sur la révolte que Camus a écrite en 1951, lettres qu'il a écrites pour réfuter les contresens qu'avait provoqué la publication la même année de son essai L'homme révolté, est précédée par la note suivante. Les textes qui suivent concernent l'homme révolté dans la seule mesure où ce livre est une prise de position sur l'actualité. La polémique n'a aucun sens sur le plan de l'art, où l'artiste doit seulement créer et se taire. La polémique a un sens sur le plan des idées et des actes qu'elles entraînent. Ensuite, il y a toute une série de réflexions de Camus sur le génie, sur les arts particuliers, où quand il était jeune, il considère que l'art le plus parfait est la musique, parce qu'il n'a pas d'obstacle, parce qu'il n'a pas comme obstacle la matière, c'est que le cas des autres arts, que la musique est tout spirituel, tandis que plus tard, il dit que l'art le plus admirable est la sculpture. Je cite cette note, je termine. Le plus grand et le plus ambitieux de tous les arts, la sculpture, s'acharne à fixer dans les trois dimensions la figure fuyante de l'homme, à ramener le désordre des gestes à l'unité du grand style. Immédiatement après, il se penche sur le rôle de la ressemblance et de l'imitation dans la sculpture. La sculpture ne rejette pas la ressemblance, dont au contraire elle a besoin, mais elle ne la recherche pas d'abord. Ce qu'elle cherche, dans ces grandes époques au moins, c'est le geste, la mine ou le regard vide qui résumeront tous les gestes et tous les regards du monde. Son propos n'est pas d'imiter,